19h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord les titres. L'eau, c'est la vie, mais parfois aussi l'eau, c'est la mort. La furie des eaux fait un mort dans l'extrême nord. Le corps sans vie d'un enfant de 8 ans a été repêché ce jour dans les eaux du Mayo-Kaliao après une forte pluie dans la ville de Maroua. Et puis perturbation sur l'axe Douala-Yaoundé. La déviation construite après l'effondrement d'une buse à Yassa sera ouverte à la circulation dès demain samedi. Pour s'en assurer, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, est descendu sur le site. C'était hier soir. On fait le point dans un instant. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 19h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Drame à Maroua dans l'extrême nord. Le corps sans vie d'un enfant de 8 ans a été repêché ce matin. La victime s'est noyée dans le Mayo-Kaliao après une forte pluie dans la ville de Maroua. L'enfant de 8 ans qui au préalable avait réussi à tromper la vigilance de ses parents essayait de prendre un bain lorsqu'il a été emporté par les eaux. Après 16 heures de fouille, le corps a finalement été repêché. La circulation continue d'être fortement perturbée sur la nationale numéro 3 après l'effondrement d'une batterie de bus au lieu dit Kojefar, c'est dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Lors de sa descente hier soir sur les lieux, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, a annoncé qu'une voie provisoire sera ouverte à la circulation dès demain samedi. Makedali Djinochon. Les bus qui se sont effondrés le mercredi 26 juillet sur la nationale numéro 3, notamment au lieu d'Ikojefar dans l'arrondissement de Douala 3e, faisaient suite à la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Douala. Ces propos sont du ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi, qui s'est rendu jeudi soir sur les lieux, soit 24 heures après cette catastrophe naturelle. La synergie d'action est là. Les rencontres se font pour que chaque acteur, notamment les concessionnaires des réseaux divers, que ce soit le réseau d'adduction d'eau, le réseau d'électricité ou le réseau de fibre optique, ma foi, nous agissons, mais il faut reconnaître que le temps de réaction n'est pas toujours celui que nous souhaitons. Parfois, donc, nous sommes surpris par les conséquences des événements naturels. Cette batterie de pluie s'est effondrée sous l'effet conjugué des pluies diluviennes, mais aussi de l'âge. Pour le ministre des Travaux publics, la procédure de remplacement des bus avait déjà été engagée par le gouvernement, mais celle-ci s'est heurtée à un problème. Le processus de remplacement a été engagé, mais il n'est pas allé aussi vite parce qu'il y avait encore une canalisation qu'il fallait déplacer. Bon, heureusement, la canalisation a été déplacée. Alors, les actions vont aller un peu plus vite. Nous allons utiliser les éléments préfabriqués et puis l'ouverture à la circulation va se faire aussi très rapidement dès lors qu'un élément provisoire a été mis en place. Un ouvrage provisoire de franchissement est en train d'être aménagé sur l'axe Douala-Yaoundé. Il sera achevé pour samedi matin au plus tard et puis on pourra l'ouvrir à la circulation. Le temps de reprendre la construction de la buse, de la batterie de buses qui se sont effondrées. Et il faut noter que cette construction aussi va aller très vite puisque nous venons de prescrire le recours aux préfabriqués, c'est-à-dire aux dalles préfabriquées. Et en attendant, les usagers espèrent que l'ouverture de la déviation annoncée sera effective ce samedi. Les travaux de déviation sur le pont à Fessé au niveau de Yassa, au lieu dit Kojefar, ont donc débuté hier matin. Une situation difficilement vécue par les usagers, mais également par les populations de cet arrondissement, je vous l'ai dit, le 3e arrondissement Inès Pingan. De longues files de véhicules garés des deux côtés du pont, écroulés au lieu dit Kojefar dans le 3e arrondissement de Douala. Ici, des usagers sont contraints à la marche. La naissance d'une activité économique nouvelle, les porteurs, qui facilite la traversée à ceux qui sont chargés. Même pour le personnel venu de Yaoundé, du ministère des Travaux publics, la nuit n'a pas été facile. Un record le plus absolu. Vous voyez la Pajero là, non? J'ai dormi même dans la voiture à Tradex là. Je suis arrivé hier à 22h de la Tradex. J'ai dormi, j'étais obligé. Nous tous, nous étions nombreux, on a dormi dans la voiture.
Les travaux de déviation de la route ont effectivement débuté ce matin du 26 juillet 2018 avec de grandes difficultés. C'est surtout l'accès des camions. Tu sais que les personnels là, il faut les camions de ravitaillement pour faire le trop plein. Après l'écroulement du pont hier et la descente du sous-préfet de Douala 3e, les travaux de déviation ont effectivement commencé ce matin, créant un ras-le-bol de la population. Depuis le pont, c'est signalé. Hein? On a mis la dalette. Tu me suis un peu. Après, maintenant, un taxi est tombé dans l'eau aussi. Tu me suis, non? Ils ont encore monté la dalette. Après, ils ont fait le vaisseau gravé. Tu me suis? Ils ont laissé le travail. Hier, maintenant, quand c'est encore tombé, quand le pont a fait un bum d'hier, maintenant, il y avait le commandant de brigade, il y avait le sous-préfet hier. On a engagé le travail aujourd'hui. C'est quel travail qu'il fait? Hein? Aujourd'hui, ils ont versé le caillou, monté le sang pour commencer ça. Tu vois, pourtant, c'est un truc que je vais faire depuis. Tu vois un peu. Vous-même, voyez vous-même. Et c'est ça le travail là-bas. C'est pas le travail. Si on a déjà importé le stade, ça veut dire que nous aussi, on peut importer la route. Le goudron aussi, on peut importer. Nous, tout le Cameroun aime les choses importées. L'écoulement du pont serait lié à la saison de pluie en cours. C'est un problème d'entretien, non? Tu sais qu'il y a parfois aussi les intempéries du temps aussi. Il y a aussi des intempéries du temps que même nous tous on ne peut pas tous maîtriser en tant que tel. Puisqu'il y a là dedans, il y a plusieurs échelons. Oui. L'entreprise en charge de ce chantier de déviation explique la non-exécution du dit chantier à temps parce que la société en charge de la distribution de l'énergie électrique n'avait pas déplacé à temps ses câbles, une raison non fondée pour cette société incriminée. Parlons encore des conséquences des fortes pluies avec les inondations qui refont surface dans la ville de Douala. Occasion saisie par la rédaction de Spectrum Télévision pour revenir sur les inondations folles qui ont secoué la capitale économique du Cameroun dans la nuit du 19 au 20 juin 2015. Triste souvenir à Narcisse Moto. Environ 3 morts et plus de 1500 familles sinistrées, c'est le bilan de l'inondation folle qui a secoué le Cameroun en général et Douala en particulier dans la nuit du 19 au 20 juin 2015. Il s'est agi d'un niveau d'eau qui est tombé dans la ville et qui a quasiment enseveli 5 arrondissements. L'arrondissement de Douala 5e, qui était la plus touchée, a enregistré 2 décès d'enfants âgés de 8 et 10 ans. Un corps avait également été repêché dans les eaux dans l'arrondissement de Douala 3e. Les ponts des quartiers Mbagna Sable à Aquanor, Mbopi et le Kondi à PK8 avaient été envahis par les eaux. Lesquelles eaux se sont dirigées vers les domiciles inondés par endroits à plus de 30 cm. Les raisons avancées par les urbanistes font état de ce que les drains ont été encombrés par des constructions anarchiques. Côté communauté urbaine, la ville de Douala fait face à une pression démographique. Plus de 10 000 personnes s'installent à Douala chaque mois. C'est alors qu'un projet de construction de 43 km de drains supplémentaires comprenant toutes les zones à risque chiffrées à 109 milliards de francs CFA est annoncé par la communauté urbaine de Douala. Quoique le projet ait commencé, les risques d'inondation sont toujours visibles dans les arrondissements de Douala 1er, 3e et Douala 5e. Les fortes pluies qui s'abattent depuis le début de cette semaine dans la capitale économique remettent en cause tout le travail entamé jusqu'ici par la communauté urbaine de Douala. Entre inondations, destruction de ponceaux et ponts, voies de glissement des terrains, tout y passe. Déjà un cas de mort enregistré depuis le début de ces pluies torrentielles qui ont vite fait de rappeler le cauchemar de la nuit du 19 au 20 juin 2015. Période durant laquelle une commission interministérielle était descendue à Douala pour évaluer le niveau des dégâts et prendre des mesures sécuritaires aux fins d'éviter de tels désastres à l'avenir. Et en un mot, on parle de l'éboulement de Limbé. Déjà 5 morts, ce sont les chiffres officiels donnés aujourd'hui. Saison de grande pluie, quelles sont les mesures que vous prenez pour vous protéger de la pluie? La question a été posée à quelques habitants de la cité capitale. Je vous propose de les écouter au micro de Makedali Dinochon. Je m'habille de manière appropriée, c'est-à-dire je me mets au chaud. Il faut par exemple des chaussures de sécurité. Il faut un revêtement qui me permette de ne pas avoir froid, principalement. Bon, maintenant, le reste à la maison, c'est quoi? Faire dormir les enfants sous moustiquaires, les mettre constamment au chaud, même au niveau de la nutrition. Il faut avoir des entrants comme le beurre. Le beurre qui peut dégager des calories. Bon, voilà.
Déjà, il faut dire que la saison de pluie, il faut s'y attendre. Déjà d'office, je prends soin d'acheter un parapluie et chercher toujours à avoir des tenues convenables pour ça. C'est-à-dire des chaussures, des vêtements qui peuvent être facilement changeables, qui ne se détériorent pas aussi vite. Beaucoup plus de thé, beaucoup de thé, beaucoup de boissons chaudes, un peu à l'écart les bières, les liqueurs, oui. La différence qu'on peut prendre, c'est acheter le matériel contre la pluie, imperméable, parapluie et, si possible, les bottes. Si je suis dans des zones marécageuses. Installation ce vendredi du nouveau secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, le professeur Wilfried Gabsa. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le professeur Jacques Famendongo. Ce dernier demandera à son nouveau collaborateur d'avoir un sens élevé du management. Et au ministère de l'Eau et de l'Énergie, installation du nouveau secrétaire général Adolphe Ndjouké-Tomé. Entre autres missions, il devra coordonner les activités au sein de l'administration centrale et des services déconcentrés, définir et codifier les procédures internes au sein de ce département ministériel. Et dans la foulée des installations de ce jour, notons celle du professeur Félix Zogo. Le nouveau secrétaire général du ministère de la Communication a été installé dans ses fonctions cet après-midi par le ministre de la Communication Issa Tiroma Bakari Mireille Siabdi. Il succède à Emmanuel Ndiéré, nommé président du tribunal criminel spécial. Félix Zogo, puisqu'il s'agit de lui. Cet inspecteur général et numéro 2 du ministère de la Communication, président de la commission communication du comité d'organisation de la CAN. Il conduira désormais le secrétariat général du ministère de la Communication. Le ministre Issa Tiroma lui a recommandé à cet effet de s'appuyer sur des valeurs humaines ainsi que sur ses expériences intellectuelles et professionnelles. Nous entendons capitaliser, n'est-ce pas, tous ces atouts pour donner une impulsion particulière, une impulsion nouvelle, naturellement sous l'autorité du ministre de la Communication. Il vous a dit qu'il y a un travail administratif constant, il y a également un travail conjoncturel qui concerne l'actualité, l'élection présidentielle, la situation sécuritaire dans certaines de nos régions, l'animation des services centraux, déconcentrés et extérieurs. Donc voilà. Magistrat de l'ordre judiciaire camerounais, Prudence Tangam Galega a été détachée en 2009 au ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, où elle a occupé plusieurs postes de responsabilité. Cette dernière prend les rênes du secrétariat général de la protection de la nature et du développement durable au Cameroun. C'est un décret présidentiel qui la confirme à ce poste. Je voulais ici déclarer que je suis prêt à servir la nation dans le secteur dont j'ai été appelé à servir, mais peut-être un petit mot à toutes les femmes de notre pays, que les femmes peuvent être aussi appelées à des positions de responsabilité. Les ventes des installations s'est poursuivi à l'Institut de recherche pour le développement où le ministre de la Recherche scientifique a donné des instructions au nouveau directeur général adjoint de l'IRAD, Emmanuel Ngomé. L'IRAD, c'est un fleuron non seulement de la recherche scientifique, mais c'est un établissement public administratif qui a des résultats positifs, qui n'a pas d'arriéré de salaire, qui sur le plan national et international remporte des médailles. Ça secoue dans les différentes administrations camerounaises depuis quelques jours. Les uns et les autres restent oreilles connectées au décret du président de la République. Un collectif de leaders religieux a annoncé il y a peu la tenue d'une All Anglophone Conference à Buea. Ce sera la 3e du genre après celle de 1993 à Buea et celle de 1994 à Bamenda dans le nord-ouest. Les déclarations des 2 précédentes assises demandaient au gouvernement du Cameroun la mise en place d'un système fédéral. Inès Pangan. 2 avril 1993, 5000 délégations venues des 13 départements des régions du nord-ouest et du sud-ouest se retrouvent au centre de maternité du Mont Mairie à Buea pour ce qui a été baptisé All Anglophone Conference et ici. Dans un contexte sociopolitique marqué par les revendications des partis politiques,
de l'organisation d'une conférence nationale souveraine dans les années 1990, les assises de Buea adoptent une déclaration qui demandait au gouvernement de réviser la constitution, de faire un retour au système fédéral, sinon les anglophones seraient forcés de réadapter leur indépendance. Une proposition de constitution fédérale avait été d'ailleurs soumise à l'État. Une année plus tard, en 1994, à Bamenda, au Big Mancon, la même rencontre se tient. Le gouvernement n'ayant pas répondu aux demandes de la déclaration de Buea, les organisateurs du EEC1, à savoir le professeur Carlson Anyangui, le docteur Simon Munzu, Sam Ekodan Elat et Benjamin Itoué, voient la nécessité d'une All Anglophone Conference 2 avec cette option, la question de l'indépendance du Southern Cameroun, dans ce qui a été appelé la déclaration de Bamenda, est abordée. Avant le collectif des leaders religieux désirant organiser le 3e All Anglophone Conference à Buea, le groupe parlementaire SDF à l'Assemblée nationale avait déjà annoncé sa tenue à Buea en août 2017, une annonce vaine. Crise anglophone encore au lendemain de la sortie du cardinal Christian Toumi qui, au cours d'une conférence, a convoqué l'idée de l'Assemblée générale des anglophones du Cameroun et de la diaspora pour une sortie de crise. La rédaction de Spectrum Télévision a saisi cette occasion pour recueillir les avis de quelques hommes politiques installés dans la capitale économique du Cameroun. Je vous propose d'écouter Cyril Sambaka de l'UDC et Anissé Kane du Manidem. Quelques conditions posées pour une éventuelle solution de ce qui est appelé aujourd'hui crise anglophone, c'est le cessez-le-feu des forces armées camerounaises et les bandes armées, et une participation massive de tous. Pour le cardinal Toumi, l'Assemblée générale des anglophones du Cameroun et de la diaspora, tous secteurs confondus, s'adosse à cette condition sine qua non. Une sortie qui n'a pas laissé la classe politique indifférente. Toumi fait preuve soit de sectarisme politique, soit de myopie politique, ou les deux en même temps. Parce que vouloir dissocier le problème anglophone du problème du pays en général, c'est ça le sectarisme politique. Et vouloir faire croire que tous les anglophones, c'est-à-dire les Camerounais d'expression anglaise, ont les mêmes problèmes. Entre Philemon Yang et le commerçant de Mouyouka, ils n'ont pas les mêmes intérêts, ils n'ont pas les mêmes préoccupations. D'autres, par contre, voient en cette initiative du prélat une action louable qui s'inspire des précédentes assemblées tenues en 1992 et 1993, quoique les réalités sociales furent différentes. Ce n'est pas la première fois qu'une conférence pareille se fasse, mais elle n'a pas été suivie des faits. Je crois que cette fois-ci, dans le contexte de la crise, ça va nous faire avancer énormément. Et je dois dire tout simplement qu'elle est en prélude du grand dialogue national pour la refondation du Cameroun. Parce qu'en réalité, c'est ça. Les gens veulent participer de manière participative, de manière consensuelle. Voilà les termes qui reviennent très souvent. Pendant que l'opportunité de cette stratégie issue de la volonté ecclésiastique continue de déchaîner les passions, il convient de souligner qu'une rencontre de préparation à cette conférence est prévue les 29 et 30 août prochains à Buea. Elle est placée sous la coordination du mandataire Simon Munzu. Présidentielle 2018, la diaspora du RDPC adresse son soutien au candidat naturel du parti, Paul Biya. D'ailleurs, cette diaspora entend accompagner son poulain durant les 7 prochaines années. Je vous propose d'écouter Véronique Lehmann. Elle est déléguée de la communication section RDPC France Nord et elle s'exprime au micro de Mireille Siabdié. Du haut de ses 85 ans d'âge, dont 36 au sommet de l'État, Paul Biya, le président national du RDPC, reste dans la course pour succéder à lui-même à la présidence de la République. Une énième candidature pour un mandat de 7 ans, saluée par les sympathisants du RDPC et de la diaspora. Moi particulièrement, et je pense les militants du RDPC de la section France Nord et même de France Sud, puisqu'on est 2 sections au niveau de la France, nous avons accueilli cette nouvelle avec beaucoup d'euphorie, beaucoup de bonheur, parce que nous lui avons adressé des appels pressants. Nous avons même pensé un bus de la diaspora. Nous avons fait ce bus justement pour le motiver à
a présenté cette candidature et je pense qu'il nous a entendus. Les militants du Parti de la Flamme Ardente d'Outre-mer estiment que Paul Biya est l'homme du contexte, car ses valeurs, son parcours politique et intellectuel s'y accordent. Qu'on le veuille, il n'a pas bénéficié d'un long fleuve tranquille. Il est arrivé en 82 sans l'avoir demandé d'ailleurs. Et en 84, il y avait un coup d'État. À partir de 85, il gérait une crise. Les politiques d'ajustement structurel avec le FMI et la Banque mondiale, toutes les institutions de Bretton Woods. En 90, c'était le multipartisme, les villes mortes. En 95, un congrès pour vraiment asseoir le multipartisme au Cameroun. Depuis presque 3 ans, il lutte avec une secte. Il doit construire le Cameroun. Je pense que c'est un homme qui n'a pas été gâté, même si souvent on compte les années, mais on oublie de dire que dans ces années, l'exercice du pouvoir n'a pas été facile. Donc je pense que toute cette expérience fait qu'il a pu tirer des leçons de toute cette expérience et je pense qu'il a envie de faire quelque chose d'exceptionnel dans ce mandat avec la diaspora. Dans la même veine, la diaspora du RDPC souhaiterait être représentée dans les plus hautes instances du parti. Nous mettons le cap sur la région de l'Est pour parler du nouveau maire de Dimako. Onésine Ebongue a été élu hier à l'issue d'un conseil municipal extraordinaire. Il succède ainsi à Mangui Sosomba Janvier, décédé en plein mandat. Joseph Kemonier. Les conseillers municipaux de la commune de Dimako ont réussi l'exploit de défier le comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en rejetant la proposition de la hiérarchie du parti sur le choix de la candidature du conseiller municipal qui doit être présenté comme candidat à l'élection du maire de la commune de Dimako. Suite au décès de Mangui Janvier Sosomba, il était temps, selon la réglementation en vigueur, de procéder à l'élection du nouveau maire. Dans cette commune, où le conseil municipal est à 100% RDPC, le comité central a jeté son dévolu sur la personne de Mwambok Mar Rocheto, premier adjoint au maire, qui assurait jusque-là l'intérim. Sur ce, Jean Cueté a dépêché le sénateur Benjamin Amama, par ailleurs représentant permanent du comité central dans le département du Oignon, afin qu'il puisse transmettre à l'ensemble du conseil la position du parti. Selon les textes du parti, dira le sénateur, c'est le comité central qui investit à certains postes électifs. Pour le cas présent, le comité central a demandé de laisser continuer l'exécutif intérimaire qui est dirigé par le premier adjoint juste pour 1 an, le temps d'achever le mandat. Une déclaration qui n'a pas été du goût des conseils municipaux qui se sont fermement opposés. Pendant plus de 8 heures de discussion, l'émissaire du comité central a tenté de convaincre les conseillers municipaux, mais en vain. Le sénateur Amama a fini par jeter le lest. 2 candidats ont jailli du conseil municipal. Celle du premier adjoint Mwambok Mar Rocheto, soutenu par le comité central, et puis la candidature de Ebongue Onésile. Passé au vote, le candidat Ebongue Onésile l'a emporté par 12 voix contre 7 pour son adversaire. C'est donc Ebongue Onésile qui a été investi comme candidat au poste de maire à la commune de Dimako. Je suis venu ici pour procéder au choix du candidat du RDPC que nous devons présenter à l'élection du poste de maire de la commune de Dimako. Dans la foulée, à la suite de cette investiture, une session du conseil municipal extraordinaire consacrée à l'élection du maire s'est tenue en présence du préfet du département du Oignon. Au cours de celle-ci, le candidat unique présenté par le RDPC, Ebongue Onésile, a été élu maire de la commune de Dimako par 19 voix contre un bulletin nul. La joie est énorme. Vous pouvez voir la liste des populations. Ça veut dire que nous sommes adoptés par ces populations. Maintenant, les responsabilités, elles sont aussi énormes. Vous savez, je vais être franc. Remplacer un si grand homme, ce n'est pas facile. Le nouveau maire qui prend les rênes de la commune de Dimako sait déjà en quoi s'en tenir. L'homme a ses priorités bien définies. Je vais faire
tout ce qui est de mon pouvoir pour essayer d'aller dans le sens où il a mené la commune de Dimako. L'élection du nouveau maire de la commune de Dimako intervient dans les délais conformément à la réglementation en vigueur. Visite de la délégation des fonctionnaires et journalistes camerounais en Chine. Il y a quelques jours, ces derniers se sont rendus à l'ambassade du Cameroun en Chine. Une visite qui a donné l'occasion à l'ambassadeur du Cameroun en Chine non seulement de rappeler les relations d'amitié qui lient ces deux pays, mais également de présenter la cartographie des Camerounais qui vivent dans ce pays, dit Pita Tongo depuis Beijing. Le Cameroun soutient l'initiative chinoise dénommée la ceinture et la route. La ceinture et la route, organisée à l'initiative du président Xi Jinping, est une entreprise de très grande envergure qui va redessiner le paysage géopolitique mondial et vise à rouvrir et aménager des routes commerciales qui, pour certaines, empruntent les célèbres et antiques routes de la soie, suivies par les caravaniers du IIe siècle avant notre ère au XVe siècle. La coopération entre le Cameroun et la Chine se vit pleinement dans les secteurs de l'économie et des technologies, le développement des ressources humaines, la construction d'infrastructures et la coopération industrielle. L'éducation, la santé, la culture et les sports ne sont pas en reste. C'est ce que rappelle son Excellence Martin Mpana, ambassadeur du Cameroun en Chine, au cours de cette rencontre. Moment intense de retrouvailles entre la délégation des professionnels et fonctionnaires camerounais et leurs ambassadeurs. Est en Chine pour naturellement travailler au renforcement des relations entre ce grand pays ami et le Cameroun, mais aussi pour développer les échanges commerciaux, les échanges culturels, les échanges entre institutions et, j'allais dire, toutes sortes d'échanges que deux pays et deux pays amis qui souhaitent approfondir leurs relations peuvent entretenir entre eux. La communauté camerounaise de Chine, à travers l'ambassadeur, s'est dévoilée. Étudiants, hommes d'affaires et autres Camerounais se déploient ici au quotidien. Les hommes de médias sont remerciés et félicités pour le travail d'éveil opéré en permanence, ce qui permet aux Camerounais de la Chine de rester en contact avec le pays. Au moment de prendre congé de ses hôtes, son Excellence Martin Mpana souhaite recevoir à nouveau les professionnels des médias en septembre prochain lors du sommet de haut niveau Chine-Afrique auquel est convié le Cameroun. En sport, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a reçu hier après-midi à Yaoundé les athlètes vainqueurs des différents championnats d'Afrique de sambo, du tournoi international de la CEMAC et les vainqueurs du championnat d'Afrique jeunes et juniors d'haltérophilie. Au sorti de l'échange avec le ministre, les différents présidents de ces fédérations ont bien voulu s'exprimer au micro de notre reporter à Yaoundé, Mireille Siabdi. On donne à ces résultats aujourd'hui et nous voulons continuer à aller, tout simplement parce que tous les jours on se questionne, nous interrogeons nos résultats, nos performances, pour dire que celui qui ne se pose pas de questions arrivé ici, c'est qu'il n'allait pas loin. Nous allons très loin et nous continuons à nous questionner, nous continuons à faire des efforts. C'est un groupe soudé, un groupe qui travaille depuis très longtemps et nous voulons continuer à faire d'avant par la grâce de Dieu. Au chantier à venir, il y a devant nous en termes de compétition sur le plan mondial le championnat du monde de sambo qui va se dérouler en Roumanie. Nous sommes en train de nous préparer et également, vous savez, une équipe quand une équipe est performante, elle est invitée par plusieurs organisations. Nous avons une invitation sur le Commonwealth du côté de la Grande-Bretagne pour septembre. Nous pensons que nous allons également aller de ce côté par la grâce de Dieu. En ce qui concerne le niveau national, nous continuons avec le championnat national et nous continuons à préparer les équipes pour les futures échéances. Nous sommes très fiers et très contents. Vous savez, après une victoire, quand la haute hiérarchie vous reçoit, ça fait toujours plaisir. Dans quelques jours, nous allons assister au championnat d'Afrique senior qui aura lieu à l'île Maurice. Et là également, vous serez informés des résultats que nous allons avoir jour par jour parce que vous savez, c'est plus facile de communiquer maintenant. On va vous envoyer les résultats de chaque compétition
jour par jour, comme je disais, et puis voilà, le moment venu, je serai informé. Sur le plan, il y a des compétitions également, il y a des regroupements que nous organisons. C'est vrai que on aurait bien aimé que ce soit médiatisé, mais nous sommes en train de mettre tous les moyens nécessaires avec le président de la Ligue régionale du Centre pour que tout ce que nous allons faire soit médiatisé. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir.